Lundi 23 mars 2026, bienvenue dans Viva Info en version française, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité de ce soir, plusieurs révélations se sont succédées sur les réseaux sociaux durant le week-end dernier. Chacun est libre d'analyser si tout ce qui a été avancé est fondé ou non. Les personnes citées vont-elles se défendre ou non? Pour l'instant, personne n'a osé prendre la parole. Tout le monde est dans l'expectative en attendant la suite. Analyse par Ranji. On peut dire que les réseaux sociaux ont été particulièrement riches en informations ce week-end. En effet, plusieurs contenus présentés comme des révélations ont circulé, notamment sous forme de vidéos. À ce stade, personne ne peut affirmer si ces révélations sont vraies ou fausses. Pour ceux qui ne suivent pas de près les réseaux sociaux, voici les faits. Un enregistrement audio de Raïssa Razaevoul a mis en cause des ministres ainsi que des hauts responsables de la présidence de la refondation de la République dans des affaires de corruption et d'exportation illicite d'or. On évoque également un autre enregistrement audio d'une conversation entre Raïssa Razaevoul et l'un des responsables du palais présidentiel. Par ailleurs, une vidéo montre le colonel Patrick faisant des révélations et citant plusieurs hauts responsables, aussi bien au sein de l'armée que dans des ministères, jusqu'à la présidence en passant par l'Assemblée nationale. Malgré l'ampleur de ces révélations, aucune réaction directe des personnes citées n'a été entendue jusqu'à présent. Ce sont plutôt leurs soutiens qui prennent la parole pour y répondre. Des réponses jugées peu convaincantes, certains affirmant qu'il s'agirait d'images ou de sons générés par intelligence artificielle, en se basant notamment sur des détails comme la prononciation irrégulière de certaines lettres par Raïssa Razaevoul. D'autres insistent sur le fait que ces contenus auraient été fabriqués par intelligence artificielle dans le but de discréditer le régime en place. Concernant le colonel Patrick, certains avancent qu'il s'agirait simplement d'un ressentiment lié à sa destitution de son poste au sein du service des doléances au sein de la présidence de la République. Quoi qu'il en soit, les accusations sont nombreuses, tout comme les noms de responsables cités. Il appartient à chacun d'analyser et de juger si ces éléments sont vrais ou faux. En tout cas, comme le disent les proverbes, il n'y a pas de fumée sans feu, et rien n'est plus majestueux que la pierre, mais comme elle est inerte, même les petits oiseaux lui chient dessus. Dans un tout autre sujet, de nombreuses activités seront organisées à travers toute la Grande Île pour marquer la 79e anniversaire de l'insurrection pour l'indépendance du pays. Cette commémoration a débuté vendredi dernier. Des offices religieux ont également été organisés durant le week-end pour prier pour la nation. Reportage de Felenara Kotorsoul. L'insurrection du 29 mars 1947 constitue une date historique majeure pour la nation malagasy, au cours de laquelle de nombreux Malagasy ont sacrifié leur vie pour la liberté. À cette occasion, diverses activités ont été organisées, notamment des consultations médicales gratuites destinées aux personnes âgées, en signe de reconnaissance et d'hommage. Le lancement officiel de la commémoration du 79e anniversaire de l'insurrection du 29 mars 1947 s'est tenu au jardin d'Anous le 20 mars dernier. Selon les explications, plusieurs autres activités commémoratives sont encore organisées à travers le pays en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Dans les actualités de ce jour également, page fait divers, une mère de famille de 67 ans, gérant d'une épicerie-bar ou épibar à Mavukavadj, dans le 3e arrondissement de Mahadzang, a été tuée de manière particulièrement violente. Elle a été égorgée avec un objet tranchant. Selon les constatations du médecin au niveau du BMH ayant effectué le constat, le meurtre aurait eu lieu vers 2 h du matin aujourd'hui. C'est sa sœur en partant travailler tôt le matin qui a découvert le corps sans vie de la victime. Dans la suite des actualités, l'île Maurice accueille la réunion régionale de la Commission de l'Océan Indien au COI. Cette rencontre se déroule sur 2 jours et vise, selon les explications, à mettre en place une approche commune dans le domaine de la santé. Elle réunira des experts, des chercheurs ainsi que des partenaires œuvrant dans les secteurs de la santé et de l'environnement, toujours selon les précisions dans un reportage de Aniana Martina. La réunion régionale de la Commission de l'Océan Indien au COI, organisée par le réseau Segawan Ilf, met en avant l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale.
Il s'agit d'un moment de rassemblement pour les chercheurs scientifiques et les partenaires travaillant dans les domaines de la santé et de l'environnement, issus des pays membres de la Commission de l'océan Indien, selon les explications. Donc il y a un triple objectif durant ce forum. Le premier déjà, c'est vraiment d'ouvrir au grand public, faire connaître au grand public c'est quoi une seule santé, en quoi la santé humaine, la santé des animaux, l'environnement, tout ça c'est lié et ça impacte la vie quotidienne des gens. Donc, on aura une conférence spécifique la première journée, le lundi 30 mars, donc c'est vers 18h, c'est là à la fin de la journée, tout le monde aura fini son travail et on invite. On va parler comment une seule santé impacte tout un chacun dans la vie quotidienne. Et si on prend des exemples, vous voyez les actualités de leptospirose, l'actualité de chikungunya, mais au-delà de ça, même les maladies non transmissibles comme le diabète, le cancer, tout ça, il y a des relations avec l'environnement. En fonction des maladies, ça peut être des relations avec les animaux. Cette réunion régionale se tiendra les 30 et 31 mars à l'Institut français de Maurice, d'après les informations. Continuons dans cette page socio-économique. De nombreuses infrastructures ont été réalisées dans le 6e arrondissement de la capitale grâce au CIAD. Selon la députée Tate Lirazanamandimsou, ces réalisations sont partie des aspirations de la population. Elle a également souligné que la priorité reste le maintien de la stabilité ainsi que l'organisation des élections, s'exprimant sur la situation nationale actuelle. Le point avec Vanessa Namiré et Yves Janel. Cette route située dans le Fukuntan d'Atsararay, dans le 6e arrondissement, a depuis longtemps suscité les plaintes des habitants. Selon ces derniers, 2 personnes y ont déjà perdu la vie et de nombreux accidents ayant causé des blessés s'y sont produits. Outre la réhabilitation de cette route, la rénovation de l'hôpital d'Amboïdjou fait également partie des réalisations effectuées. Les domaines de l'éducation et de la santé constituent les principales priorités du député élu dans le 6e arrondissement durant les 2 premières années de son mandat. Les travaux du CEG d'Anoussou et du CEG d'Anjanmin sont également en voie d'achèvement actuellement. Aujourd'hui, une étape a été franchie avec l'élaboration du programme de travail pour l'année 2026 afin de définir les projets à mettre en œuvre pour le développement du 6e arrondissement. Dans la suite des actualités toujours, 80% du programme scolaire ont déjà été réalisés pour les élèves qui passeront les examens officiels cette année, selon ce reportage mené dans un établissement scolaire à Mboumanarn. Les heures et les jours de cours ont même été spécialement augmentés afin de permettre aux élèves candidats de faire davantage de révision. Reportage de Vanessa Namiré et Yves Janel. Nous sommes actuellement dans le 4e bimestre de l'année scolaire, conformément au calendrier éducatif. Dans cet établissement ayant fait l'objet de notre reportage, les élèves qui vont passer les examens officiels affronteront cette semaine une nouvelle évaluation. D'ailleurs, 80% du programme scolaire sont déjà achevés à ce stade. L'apprentissage est également associé à des activités de détente. En ce qui concerne les dossiers nécessaires à l'inscription aux examens officiels, aucun problème n'a été constaté et selon les explications fournies par le responsable de l'établissement, ils ont déjà tous été transmis. Page culturelle à présent, le SAV qui est une culture Betléo qui ne cesse de marquer les esprits. Aujourd'hui, cette pratique s'est répandue dans plusieurs régions et même dans la capitale ainsi que ses environs où elle suscite également l'intérêt comme on a pu le constater hier à Alassour. Nous allons vous présenter dans ce reportage de Radou Ramananzatouv les aspects de cette culture de SAVK. Le SAVK a vu le jour à l'époque royale dans la région Betléo. À ses débuts, des jeunes hommes qui piétinaient la terre dans les rizières furent les premiers à pratiquer le SAVK en maîtrisant les ébus dans les champs. Par la suite, il s'est développé pour devenir une véritable culture Betléo avec son identité propre. C'est surtout pendant les périodes de festivités que l'on pratique le plus le SAVK. Presque tous les jeunes hommes de la région Betléo s'y adonnent. Celui-ci est considéré comme un sport à part entière, il nécessite donc des techniques et du savoir-faire. Il existe également des rituels à respecter avant de le pratiquer. Une fois dans l'enclos, chaque pratiquant utilise ses propres techniques et son expérience pour éviter les cornes du zébu et réussir à le maîtriser.
Le SAVK est pratiqué lors des événements familiaux tels que le Famadiyan, ou retournement des morts, ou encore les célébrations liées à la naissance. Il peut aussi être présenté lors de manifestations plus larges, comme celle organisée à Al-Assour. Lors de ces occasions, il y a des rituels spécifiques comme les bénédictions. Au cours de ces 5 dernières années, le SAVK n'a cessé de se développer et s'est largement diffusé dans plusieurs régions. Le développement des réseaux sociaux a également fortement contribué à faire connaître cette culture auprès d'un public plus large. Dans le cadre de cette promotion du SAVK, il est prévu que le prochain événement se tiendra le 3 mai à Invatomrava. Dans l'actualité sportive de ce soir, la catégorie féminine a été mise en avant lors du tournoi de basketball She Leads the Game organisé par les Amazon Bellers en basket 3x3. La compétition s'est particulièrement distinguée avec la participation d'anciennes joueuses de renom ainsi que de joueuses actuelles de l'équipe nationale. L'événement s'est tenu au gymnase de Mamazn. Reportage de Narsour Azakassan et Michel Rakoutson. Le tournoi de basket 3x3 intitulé She Leads the Game, organisé par le club Amazon, s'est déroulé avec un franc succès. Cette compétition a été entièrement dédiée à la catégorie féminine, allant des moins de 10 ans jusqu'aux vétérans. Les organisateurs se sont dit pleinement satisfaits avec plus de 80 équipes participantes. On a également pu voir sur le terrain d'anciennes joueuses célèbres ainsi que celles qui composent actuellement l'équipe nationale. L'un des objectifs atteints a été le partage d'expériences entre les générations au bénéfice des jeunes talents de cette discipline. Parmi les ambitions de l'Amazon pour cette année figure la poursuite du développement du basketball féminin. Il s'agissait de la toute première édition de She Leads the Game organisée par les Amazon Bellers. Selon les explications, cette compétition est appelée à devenir un rendez-vous annuel. Passons aux actualités internationales à présent. Le président américain Donald Trump a déclaré samedi soir que les États-Unis frapperaient des centrales électriques iraniennes si Téhéran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz. Quels sont les impacts de ce blocus de l'Iran? Le point de la situation avec France 24. Quelques 3000 navires avec à leur bord 20 000 marins toujours bloqués dans le détroit d'Ormuz. Une situation de plus en plus critique alors que certains d'entre eux sont bientôt à court de ravitaillement. À cela s'ajoute un cours du baril de pétrole toujours très volatile. Pour Donald Trump, c'est trop. Il a lancé un ultimatum à l'Iran qui verrouille le détroit. Si l'Iran n'ouvre pas complètement, sans aucune menace, le détroit d'Ormuz dans les 48 heures suivant ce message, les États-Unis d'Amérique frapperont et détruiront leurs différentes centrales électriques, en commençant par la plus importante. L'Iran a immédiatement répliqué. Si Washington met sa menace à exécution, l'armée iranienne visera des infrastructures clés dans la région liées à l'énergie ou encore aux technologies. Malgré les tensions, certains navires ont réussi à franchir le passage depuis le 1er mars. La plupart sont iraniens, mais ces derniers jours, des bateaux grecs, chinois ou encore indiens ont pu faire également la traversée. Le représentant de l'Iran auprès de l'Organisation maritime internationale a déclaré possible la navigation pour tous les bateaux, sauf ennemis, sans apporter plus de précision. Cette coopération serait une première avec une organisation internationale depuis le début de la guerre. La diplomatie demeure la priorité de l'Iran. Cependant, une cessation complète des hostilités ainsi que la confiance mutuelle sont primordiales. Samedi, une vingtaine de pays, principalement européens dont la France, se sont dit prêts à aider à sécuriser le détroit d'Ormuz, sans pour autant s'engager sur l'envoi de forces armées. Et en réponse au président américain, Téhéran a menacé hier dimanche de frapper les infrastructures clés du Moyen-Orient, répliquant immédiatement à l'ultimatum lancé par Donald Trump de rouvrir le détroit d'Ormuz sous 48 heures après des frappes iraniennes particulièrement destructrices dans le sud d'Israël. France 24.
Absolument. Il y a différentes déclarations en fait sur le détroit d'Ormuz. Il y a par exemple eu une déclaration des responsables iraniens qui ont dit que le détroit était ouvert au trafic, sauf pour les navires marchands et les pétroliers américains ou des pays alliés des Américains. Mais c'est toujours l'Iran qui contrôle ce détroit, puisque un responsable iranien ce matin a affirmé que chaque navire qui voulait passer dans le détroit devait verser une taxe de 2 millions de dollars à chaque passage. Ça veut dire que désormais le passage du détroit d'Ormuz est non seulement contrôlé par l'Iran, mais qu'il faut en plus payer une taxe de 2 millions de dollars pour chaque passage. Donc une manière de montrer que c'est l'Iran qui contrôle toujours ce détroit et que tous les navires américains, qu'ils soient pétroliers, commerciaux, n'ont pas le droit de traverser ce détroit tant que la guerre n'est pas finie. Une position de fermeté et on évoque de plus en plus la fin de la guerre et on affirme que par exemple les pays, les États-Unis, mais aussi les monarchies arabes du Golfe Persique devront verser des compensations et des dédommagements importants. On évoque par exemple le chiffre de 100 milliards de dollars pour toutes les destructions qui ont été produites en Iran par des frappes israéliennes ou américaines. Donc une condition importante pour mettre fin à la guerre. Et pour terminer, au Cuba, et le Cuba est justement affecté samedi par la deuxième panne de courant national en moins d'une semaine, a annoncé le ministère de l'énergie de l'île sous embargo pétrolier américain. Cette nouvelle panne générale survient alors qu'un convoi d'aide internationale a commencé à arriver à La Havane cette semaine, apportant à l'île des fournitures médicales, de la nourriture, de l'eau et des panneaux solaires. Les détails avec France 24. Dans les rues de La Havane plongées dans le noir, seuls les phares des rares voitures qui circulent apportent de la lumière. Cuba traverse sa troisième panne d'électricité généralisée ce mois-ci. Le blocus états-unien en vigueur depuis 1958 a été considérablement durci par Donald Trump, privant l'île de carburant. Dans la capitale, les habitants sont exaspérés. Nous sommes coincés dans la même routine. 2 fois par semaine, nous cuisinons au feu de bois. C'est de la pure folie. Une solution est peu probable. Nous sommes coincés dans cette même situation depuis 60 ans. Ça ne va pas changer. Vendredi, 20 tonnes d'aide humanitaire sont arrivées à La Havane, comprenant notamment des fournitures médicales, de la nourriture, de l'eau et des panneaux solaires, dont l'île a cruellement besoin. Mais comme aucune importation de pétrole n'est entrée dans le pays depuis début janvier, cette aide n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de besoins. À cette pénurie s'ajoute le spectre d'une invasion américaine de Cuba. Plus tôt dans la semaine, Donald Trump a déclaré qu'il pensait avoir l'honneur de s'emparer de l'île communiste. Son homologue cubain appelle à la mobilisation générale. Nous reconnaissons qu'il pourrait y avoir une agression contre Cuba. Et nous avons lancé un plan visant à renforcer notre capacité à défendre notre peuple. Il s'agit d'une mesure défensive et non agressive. Elle consiste à défendre le pays avec la participation et la mobilisation de l'ensemble de la population. Dans un pays où l'économie est à l'agonie et où les Cubains doivent composer avec des constantes pénuries pour survivre, ce discours martial semble illusoire. Le ministre de l'Énergie a lui déclaré que les travaux visant à rétablir l'électricité étaient en cours. Une chose est certaine, la gigantesque panne électrique de ce samedi ne sera certainement pas la dernière que connaîtra l'île. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne soirée sur Viva. Au revoir.